Vino. Avec mes camarades de la deuxième heure, bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Notre invité, il est enseignant, essayiste, directeur de la fondation Res Publica. Bonsoir Joachim Le Foch-Imad. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous dites dans un article dans le Figaro, l'école n'est plus un sanctuaire. Moi je veux bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vaste question, puisqu'il faut savoir quel est le principal problème, si vous voulez, celui qui a le plus de prise sur les autres. Je pense qu'il faut évidemment agir du point de vue des politiques éducatives, puisque la situation à laquelle... La situation d'hyperviolence des mineurs, la situation d'entrisme islamiste à l'école, si vous voulez, tout ça, c'est la conséquence de 40 ans de politique éducative ultra permissive, de déconstruction de l'autorité, vous êtes enseignant, d'incapacité des uns et des autres à maîtriser leurs pulsions. Et je pense qu'on en paye le prix chaque jour avec, en effet, des digues qui nous séparent, qui nous protègent de la barbarie, qui cèdent les unes après les autres. On l'a vu, il y a beaucoup de sujets, vous avez raison de le dire, la partition est large. Oui. Vous êtes enseignant, dans quelle spécialité, dans quel collège exactement ? Alors, moi j'interviens essentiellement dans l'enseignement supérieur. Oui. Donc, j'ai enseigné plusieurs années en école de commerce ainsi qu'en BTS. J'ai pas été moi-même confronté à des situations d'hyperviolence avec mes élèves. Vous voulez dire pas encore ? On est Dieu merci très non, mais très loin je parle à tout ça. froid parce que ce qui se passe là, c'est une situation d'effroi et elle peut se reproduire. Tout à l'heure, avec les camarades de la première heure, on parlait effectivement de ce drame qui s'est passé à Nogent, mais souvenons-nous, et le lien, c'est peut-être ce fameux jeu vidéo que moi personnellement, en tant que hockey boomer, ne connais pas, mais c'est le fameux Fortnite. Owen, le meurtrier de la petite Louise en février dernier, qui a perdu une partie en ligne, qui était donc furibard d'avoir perdu cette partie en ligne, est sorti de chez lui, il avait 23 ans, et il assassine une collégienne qui passe par là, qui est innocente, elle rentre chez elle, et puis elle rentre dans un bois, il l'interpelle, il dit viens, suis-moi, j'ai perdu, je sais plus si c'était là, il cherchait quelque chose, et puis en fait elle le suit, elle veut l'aider, et voilà, et il la tue. On va parler des jeux vidéo, mais je ne veux surtout pas jeter l'opprobre là-dessus, et sur une industrie qui fonctionne, et qui, au demeurant, se passe quand même globalement très bien. Le Japon est le pays au monde où la pratique des jeux vidéo est la plus importante, et c'est aussi le pays où le taux d'homicide est le plus faible. Je pense, si vous voulez, que cette question des jeux vidéo, elle est assez révélatrice d'une tendance de fond dans notre société qui consiste à agir sur les conséquences sans jamais s'interroger sur les causes de fond. Les causes de fond, ce ne sont pas l'absence de portique, ce ne sont pas les jeux vidéo, ce ne sont pas les réseaux sociaux, même s'ils posent évidemment des problèmes, j'en suis conscient. Les causes de fond, c'est la faillite de l'État, c'est la démission des parents, c'est le nihilisme qui gagne une partie significative de la jeunesse. Tout ça, si vous voulez, c'est le fait que les profs sont atrocement mal payés aussi. Oui, c'est l'abaissement de l'autorité professorale. Ils n'ont plus envie d'enseigner. Et puis c'est l'aveuglement de la technostructure, c'est la vacuité des politiques publiques éducatives conduites depuis 40 ans. Mais si vous voulez, tout ça, ça dessine une crise qui est civilisationnelle et qui implique, je pense, des réponses beaucoup plus vastes qu'une simple surenchère sécuritaire de court terme en réaction à des événements si dramatiques. Jean-Michel Salvatore ou Raphaël Steinville, je sais pas, c'est Raphaël qui a commencé à prendre la parole, pardon. Oui, permettez-moi peut-être une réflexion peut-être incongrue, mais pourquoi l'école devrait être un sanctuaire ? Pourquoi l'école devrait être à l'abri de la violence et pas le tabac, la sortie d'un stade où a été frappé le petit Elias ? Finalement, on s'aperçoit à travers cette fausse interrogation que c'est toute la société en fait qui est atteinte par cette violence. Et vous posiez la question de l'origine, des causes qu'il faut pouvoir régler. Est-ce que c'est pas finalement cette espèce de relativisme absolu dans lequel on vit depuis maintenant plus de 40 ans, qui fait que le bien n'est plus tout à fait défini. Oui. Est-ce que c'est pas ça le brouillage qui fait qu'aujourd'hui à l'école un gamin n'est même plus terrorisé à l'idée d'être désormais un meurtrier? Non, mais nous serons d'accord là-dessus. En effet, la violence, elle est dans ses ténèbres dans l'ensemble de la société. Tous les indicateurs en témoignent. Si on prend l'explosion des coups et blessures volontaires, l'explosion des homicides, le nombre d'agressions, 1000 agressions par jour aujourd'hui en France. Donc en effet, c'est l'ensemble de la société qu'il faut resanctuariser.
Comment vous le traduisez, cette violence, cette haine, parfois c'est de la jalousie, parfois c'est de l'envie, parfois c'est de la rancune, parfois c'est de la vengeance. C'est des règlements de compte à coups de marteau. Il a raison, le président de la République. C'est dommage qu'il se réveille aujourd'hui, mais bon, voilà. J'aurais aimé qu'il emploie, si vous voulez, un vocabulaire autre que celui de faits divers, puisque ce à quoi on a affaire, ce n'est évidemment pas des faits divers. Il parle pas de faits divers, il parle de la violence aujourd'hui. C'est à des faits de société. Oui, mais il parle de la violence. Peut-être qu'on se saisit de cette question de l'expression de la violence un peu tard, puisqu'il est au pouvoir depuis 8 ans et il est comptable d'un bilan en la matière qui est quand même catastrophique. Pour rebondir sur ce que vous disiez, en effet, le cœur du problème, encore une fois, il est civilisationnel. C'est l'incapacité à réfréner ses pulsions, l'incapacité à distinguer le bien, le mal, l'incapacité à s'empêcher, pour reprendre la fameuse formule d'Albert Camus. Et tout ça, encore une fois, ça implique non pas de sécuriser l'enfer, mais de vouloir reconstruire, si vous voulez, de reconstruire la société, reciviliser celle-ci. Ça prendra des années, ça demandera un courage politique dont je pense la classe politique actuellement au pouvoir est dépourvue, et ça demandera un changement aussi dans la technostructure. L'avocat Jean-Yves Le Borgne, juste avant vous, dans la première heure, disait qu'on manquait de sacrés. Alors, pas forcément de sacrés religieux, mais même de sacrés laïcs. Il manquait quand même une sorte de guide comme ça qui permettait, comme à une époque, de se dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est ceci. Jean-Michel Salvatore avait une question. Oui, parce qu'une fois qu'on a fait ce constat de faillite qu'on partage tous, comment on reconstruit ? Et avec qui? Quel rôle pour les parents? Quel rôle pour les profs? Quel rôle pour les politiques? Et est-ce qu'il y a des modèles dont on pourrait s'inspirer, soit à l'étranger, soit dans le système éducatif privé en France? Comment on reconstruit? Alors, il y a deux niveaux. Il y a l'action politique qui concerne l'ensemble du corps social et il y a l'action politique qui concerne les problèmes purement éducatifs. Du point de vue de l'école, je pense qu'il faut, si vous voulez, mettre à nouveau l'accent non plus sur les compétences, mais sur le savoir qui permet, si vous voulez, de lutter contre l'abêtissement qui déstructure l'esprit, fait le lit de la violence, du clanisme, de la haine dont l'actualité nous apporte tant d'exemples. Mais comment? C'est ça la question de Jean-Michel. Et pardonnez-moi, c'est la question que je vous ai posée au début. Est-ce que ça veut dire des cours, des sessions, est-ce qu'il faut faire des cours de bon sens? Est-ce qu'il faut faire des cours de... il faut déjà faire des cours sur les... remettre l'accent sur les fondamentaux et non plus sur les sujets périphériques qu'on étudie actuellement, revoir en profondeur la formation des professeurs, parce qu'il y a aussi une baisse du niveau des professeurs. Il faut, je pense, lutter contre l'hétérogénéité des classes, la massification scolaire depuis le collège unique ayant fait énormément de dégâts, et il faut aussi un accent mis sur l'autorité à l'école, sanctionner dès la première violation du règlement, ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui. Et je pense que ça va au-delà de l'école. Mais c'est pas totalement vrai. Regardez très précisément le cas de ce gamin de 14 ans, Quentin. Il a été sanctionné 2 fois, à chaque fois. De manière très légère. Mais vous étranglez une camarade, vous êtes exclu quelques jours. Quand on parle comme ça, de manière très lointaine, et qu'on dit, il a voulu étrangler un gamin qui est en 6e, il était en 3e, vous savez ce que c'est qu'une cour d'école. Quand on dit étrangler, c'est peut-être pas forcément avec la même violence que ce que l'on peut imaginer. Quand on emploie ces termes, on transpose à des choses qui sont autrement plus violentes. Il y a plein de choses qui sont... et le fait est qu'il avait été sanctionné. La fermeté, elle avait déjà été inscrite finalement dans les valeurs de ce lycée. Donc c'est pas seulement suffisant. C'est pas suffisant. Cette fermeté n'est pas suffisante. Je pense qu'il y a une faiblesse des sanctions à l'issue des conseils de discipline de manière générale. Et je pense qu'un certain nombre d'élèves qui sont aujourd'hui dans le système ordinaire gagneraient à en être sortis et qu'il faudrait généraliser, augmenter, si vous voulez, le nombre de centres éducatifs fermés, par exemple, qui permettent de reciviliser les jeunes les plus violents. Est-ce que ça permet de reciviliser? C'est quoi le bilan des centres éducatifs fermés? Il y avait eu un rapport il y a une dizaine d'années qui montrait que ceci était plutôt efficace, sauf que le problème, encore une fois, c'est le manque de moyens humains et le manque de présence géographique de ces centres. On en a 54 en France qui prennent en moyenne en charge une dizaine de jeunes. C'est tout à fait insuffisant, sachant que beaucoup de ces centres sont gangrénés par des associations à l'idéologie douteuse, sont un peu des passoires où les jeunes peuvent fuguer assez facilement. Donc c'est complètement à l'abandon en fait ce système. Oui, mais c'est révélateur de la faillite de l'autorité de l'État. Joachim, vous venez de dire que je vous ai posé la question, est-ce qu'on a un suivi des conséquences de ces centres éducatifs? Vous m'avez dit on a un rapport.
Oui. Mais ça, c'est l'administration française, c'est l'inertie française oui. dans son sublime il faut renverser archétype, la table du c'est-à-dire point de qu'on vue fait de la un technostructure. rapport, voilà. Non, mais Moi, j'ai- Attendez. Mais si on veut être un peu pragmatique, parce que je pense que ce qui intéresse les parents aussi, c'est d'essayer de savoir comment on peut reconstruire tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans l'enseignement privé, des méthodes, une façon de faire qui pourrait servir de modèle au reste du système éducatif? Parce que là, bon, vous faites un constat qui est un constat général, mais évidemment, on est tous d'accord pour dire que c'est grave, mais je dirais qu'il faut peut-être un peu nuancer la gravité suivant les établissements. Je publie à la fin du mois d'août un ouvrage de 350 pages avec des mesures sectorielles très précises, sujet par sujet. Non, mais sur le privé, répondez sur le privé. Sur le privé, alors, je pense que ce qui marche davantage dans le privé, qui fait que les résultats scolaires sont en moyenne meilleurs dans le privé que dans le public, si vous voulez, c'est pas les professeurs qui seraient meilleurs, c'est qu'il y a un cadre disciplinaire beaucoup plus strict, et il y a un investissement des parents qui tirent les élèves, qui tirent leurs enfants dans le bon sens. Ça, en effet, ça marche de moins en moins dans le public. Donc, il y a sans doute un certain nombre de règlements à copier. Maintenant, si vous voulez, si ça marche mieux dans le privé, c'est aussi que la composition sociale des élèves est plus favorisée, plus privilégiée. On en revient toujours au problème de fond que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, si vous voulez, que l'état de l'école, c'est l'état de la société. Et quand la société est malade, l'école ne peut pas aller bien. Voilà. Et quand la société n'a pas de pilote, n'a pas de cap, n'a pas de dessin collectif, il ne faut pas s'attendre à des miracles à l'école. Catherine Vautrin, ce matin sur Europe 1, a proposé des référents psy dans les écoles. On va commenter ça avec vous dans un instant. Mais d'abord, place à l'actualité dans un petit moment. Le temps pour moi de vous dire également que dans le jargon judiciaire, vous le savez peut-être, la Code B, c'est le dossier qui réunit les enquêtes de personnalité, les expertises psychiatriques d'un accusé. Et tous les vendredis, Christophe Ondelat fait la Côte B. Et demain, Côte B de Dominique Pellicot. En septembre 2024, Dominique Pellicot comparaissait devant la cour d'assises d'Avignon pour avoir violé sa femme en la droguant et en demandant à une 50aine de personnes de la violer devant lui. L'invité de Christophe Ondelat, maître Béatrice Zavaro, avocate de Dominique Pellicot, et Paul Bensoussan, expert psychiatre. A tout de suite sur Europe 1, le rappel de l'actualité, et on revient avec l'enseignant et essayiste Joachim Le Floch Imad. A tout de suite sur Europe 1.